Ça se bouffe pas, ça se mange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour cette émission de rentrée, nous aurions aimé aborder un sujet plus gourmand, plus rieur, peut-être plus convivial, mais l'actualité en a décidé autrement. Comme vous le savez, nous avons découvert que dans ce beau pays, l'on pouvait être vieux et mourir de la canicule dans l'indifférence quasi générale. Nous allons vous révéler que, toujours dans ce beau pays et toujours dans la même indifférence quasi générale, on pouvait être vieux et mourir de malnutrition. Selon la Direction générale de la santé, 700 000 personnes âgées de plus de 70 ans voient leur espérance de vie diminuer d'au moins 3 ans parce que nous sommes incapables de les nourrir convenablement. Parce qu'on les prive d'une nourriture saine et adaptée, ces personnes âgées meurent, non seulement prématurément, mais souvent dans des souffrances aussi inutiles qu'intolérables. Cette information nous a émus et scandalisés. Que l'on puisse dans cette société d'opulence, par souci d'économie, d'incompétence professionnelle, de je m'en foutisme, ou peut-être même les trois à la fois, être incapable de nourrir décemment des personnes en fin de vie, c'est un scandale de santé publique. Que ces personnes âgées qui ont souvent perdu de l'être aimé, qui sont seules, qui n'ont pas d'autre loisir que de guetter la mort, soient privées du dernier plaisir qui est à leur portée, celui de s'asseoir à une table et de manger un repas digne de ce nom, c'est proprement indigne et honteux. Pour parler de ce sujet avec nous, Danielle Michlich, qui est conseiller technique auprès du secrétaire d'État aux personnes âgées. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je rappelle que le secrétaire d'État aux personnes âgées est Hubert Falco. Le professeur Bruno Lesourd, qui est chef du département de gérontologie gériatrie clinique au CHU de Clermont-Ferrand. Et en plus, bonjour professeur, vous êtes président du club francophone gériatrie et nutrition. C'est quoi ça exactement? Alors, bonjour Jean-Pierre Coff, c'est une association de médecins qui s'occupe justement de nutrition des personnes âgées. Parfait. Et puis le professeur Bernard Guigrand, que nous connaissons, qui vient quelquefois nous rendre visite et nous éclairer, consultant en nutrition à l'Hôtel-Dieu, c'est bien ça professeur? Oui, tout à fait. Et puis Didier Buffet, expert en nutrition gériatrique. Et puis encore, Patrick Gibassier, qui est cuisinier dans une maison de retraite à Hauteville-les-Dijon. C'est la résidence Opaline, hein, monsieur? Les Opalines, oui, bien sûr. Exactement. Et puis évidemment, Jean-Paul Frétillet. Donc maintenant que les présentations sont faites, je voudrais, monsieur Buffet, c'est vous qui nous avez alerté sur cette incroyable histoire de malnutrition ou de dénutrition des personnes âgées. Expliquez-nous, quelle est l'ampleur des dégâts et à quand remonte cette affaire? Est-ce qu'il y a longtemps qu'il y a un problème de malnutrition chez les personnes âgées, ou bien c'est quelque chose qu'on a découvert parce que après la canicule, il faut en rajouter une couche, et puis que c'est un sujet porteur, les personnes âgées? En fait, la dénutrition chez la personne âgée, c'est sans doute quelque chose qu'on retrouve qu'on a depuis très très longtemps. Simplement, les choses sont à la fois en train de s'améliorer aujourd'hui parce que le travail de la gérontologie fait que les gens sont plus sensibilisés aux problèmes. Mais aussi, il y a un vieillissement de la population qui fait que les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses, et ce qui fait que la situation perdure. Donc il y a sans doute des choses à améliorer. Donc vous avez cité les chiffres, il y a à peu près entre... Non, mais j'ai rien dit pour le moment. Je voudrais justement savoir, le nombre de personnes qui souffrent de dénutrition sont estimées à combien? Ceux à domicile d'abord. À domicile, j'ai pas les chiffres exacts, mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, il y a à peu près entre, effectivement, 500 000 et 700 000 personnes qui sont touchées par des problèmes de dénutrition en France. Tant que ça, parce que moi, j'avais un chiffre de 350 000, 500 000, madame. Bon, disons que les chiffres en milieu hospitalier ou dans le cas des établissements d'hébergement pour personnes âgées tournent autour de 30 à 40% de la population qui est effectivement dénutrie. Ça fait quoi, 100 000, 200 000 personnes? Donc, oui. Donc, si vous voulez, et dénutrie, je pense que ici, les gériatres et nutritionnistes qui sont présents vont peut-être vous expliquer ce que c'est, ce qu'on entend par dénutrition. Oui, mais on va y aller, voilà. Oui, bien sûr. Donc, et à domicile, les chiffres sont quand même vraiment moindres. Donc, on ne peut pas dire réellement, on n'a pas de chiffres. C'est pas vrai. On a un certain nombre de chiffres. Il y a des enquêtes qui ont été faites. On estime grosso modo que ça représente entre 3 et 6% à peu près des personnes au domicile. Et dans l'enquête qu'on a menée récemment en Auvergne, on est à 6%.
6%. Bon, alors, c'est quoi la typologie de la personne souffrant de dénutrition? C'est qui? C'est des personnes qui ont à peu près quel âge? Entre quelle couche? Alors, ça augmente avec l'âge. C'est-à-dire que si on prend les gens de 65, 75 ans, on est de l'ordre de 2 à 3%. Et si on prend les gens de 85 ans, on est plutôt à 5-6%. Ah d'accord, bon. C'est quoi? C'est des personnes qui sont isolées, qui ont... C'est quoi? C'est anorexique? C'est dépressive? C'est indépendante? Qu'est-ce que c'est le type de... Alors c'est essentiellement des personnes qui ne mangent pas assez, oui. Soit parce qu'elles sont isolées, soit parce qu'elles ont des réactions dépressives, soit parce qu'elles ont des difficultés à manger ou à s'approvisionner. Un problème de dents par exemple, ou des choses comme ça. Et problèmes de dents, problèmes de déglutition, problèmes qui sont peut-être liés à ce qu'on a vécu cet été de sécheresse de la bouche. Qui fait qu'ils ont des difficultés à avaler. Et je crois que la solitude et la dépression, c'est sûrement la première cause. Alors, l'origine de la dénutrition, c'est quoi? Et les conséquences, la conséquence de la... C'est quoi? C'est une insuffisance de quoi? Alors souvent c'est une insuffisance... Parce qu'on parle de dénutrition, oui. Mais ça veut dire quoi exactement? C'est un manque de quoi? La dénutrition majeure, c'est souvent une absence d'apport protéique et d'apport calorique global, mais on a des dénutritions où ce sont des gens qui ne mangent plus du tout de légumes, plus du tout de fruits et qui vont avoir des carences d'un autre type, comme par exemple les carences. Comment on s'en aperçoit? Comment ça se traduit pour la personne âgée? Souvent, on s'en aperçoit quand ils ont un problème clinique sous-jacent. Et ça veut dire quoi un sujet clinique? Alors, ça veut dire que ça reste pendant très longtemps souvent latent, sans conséquences visibles, et puis qu'à la première anicroche, une infection, un petit traumatisme, un coup de chaleur, à ce moment-là, les complications de l'événement qui vient de se produire vont être considérablement majorées par cet état de dénutrition qui restait avant, parce que souvent en plus, à cette occasion-là, ils mangent encore moins, donc ils aggravent encore la dénutrition. Grosso modo, la nutrition, c'est si vous ne mangez pas suffisamment de ce qu'il vous faut, c'est évident qu'il y a des pertes de substances, vous perdez vos muscles, vous décalcifiez vos os, vous n'avez pas assez de vitamines et vous avez des carences vitaminiques de toutes sortes, et puis alors c'est la fatigue, ça réduit l'activité physique, réduisant l'activité physique, ça enclenche un espèce de cercle vicieux, la personne ne va plus pouvoir aller faire ses courses, ne va plus pouvoir aller voir les gens, elle va se déprimer parce que la dénutrition, ça déprime aussi, donc c'est un espèce de cercle vicieux qui se constitue et qui aboutit finalement à une situation extrêmement complexe où quand le patient arrive à l'hôpital, eh bien souvent aux urgences ou lorsqu'il arrive à l'hôpital, nous le trouvons déjà dénutri ou en tout cas à très grand risque d'être dénutri. C'est pour ça que dans les populations hospitalières, hospitalisées dans les hôpitaux généraux, les personnes âgées sont dénutries ou à très grand risque de dénutrition dans environ 40% des cas. Ah oui, d'accord. Et alors, la malnutrition, on la rencontre dans des milieux plutôt défavorisés ou pas? Bon, il y a des chances. Je ne sais pas si le ministère ou si mon ami Bruno Le Sourd a des chiffres précis là-dessus par rapport au niveau socio-économique, mais il paraît à peu près évident que plus les moyens économiques de la personne, plus il est entouré par sa famille ou par ses amis ou par ses voisins, plus il est inséré dans une situation sociale satisfaisante, moins il a de chances de se dénutrir. Ça c'est une évidence. Ça aboutit finalement à poser le problème que vous allez sûrement poser, celui de la solidarité nationale, municipale et de proximité vis-à-vis des personnes âgées face à la dénutrition comme face à beaucoup d'autres choses. Mais alors ça vient d'où tout ça? C'est parce qu'il y a eu cette inégalité, les aides à domicile, l'aide au repas, et puis la capacité financière finalement de pouvoir se procurer des denrées alimentaires, non? Oui. C'est pas alors, ça? Oui, on peut peut-être... bon, effectivement, il y a peut-être deux axes sur lesquels on peut intervenir. Donc ces dernières années, un effort très conséquent a été fait par les pouvoirs publics en matière justement de lutte contre la dénutrition, aussi bien dans les établissements de santé que les établissements d'hébergement pour personnes âgées, avec une série d'outils qui ont été proposés, des instances qui ont été mises en place, comme le Comité national de l'alimentation et de la nutrition, où justement participent des personnes ici présentes et qui ont pour rôle justement d'élaborer des cahiers des charges en matière de formation continue, de sensibilisation, aussi bien de la direction des personnes qui dirigent ces établissements, jusqu'à l'aide soignante et aux personnes qui apportent les repas. Côté domicile, là c'est pareil. Des outils simples ont été élaborés
qui peuvent servir à diagnostiquer très rapidement cette dénutrition ou le risque de dénutrition. Donc ça, c'est important de le faire connaître. Je crois qu'il y a un effort très important de communication qui doit être fait pour faire passer ces messages et sensibiliser tout le monde. Vous voulez qu'on explique? Oui, je crois que c'est très important quels sont les risques de la dénutrition. Exactement. Alors c'est quoi, par exemple? C'est des pathologies secondaires. C'est même les pathologies chroniques qu'ont les personnes qui, justement, croisées avec des insuffisances de consommation de certains aliments, qui aboutissent à ce problème de la dénutrition. Oui, mais ça, faut être plus précis que ça. Donc, si on est pratique, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la malnutrition, ça peut entraîner une cicatrisation plus difficile? Tout à fait. Ça peut voilà, c'est ça que sinon, on va faire des discours comme dans les ministères. C'est tout à fait clair. Quand vous êtes dénutri, vous diminuez vos défenses immunitaires. Par conséquent, vous êtes vachement plus sensible aux infections. Exactement. Que vous les attrapiez à l'hôpital ou que vous les attrapiez chez vous. C'est-à-dire, vous attrapez une fracture du col du fémur. Ah non, c'est pas une infection. Non, c'est pas une infection, mais c'est parce que vous êtes fragile. Vous êtes plus sensible à la grippe, par exemple. Oui, Vous êtes plus sensible à tous les microbes qui traînent partout parce qu'on n'est pas dans un univers stérile. Ça, c'est pour le risque infectieux. Vous avez des décalcifications, donc vous fragilisez vos os et par conséquent, vous créez de l'ostéoporose, comme on dit, vous savez, cette décalcification des os. Donc vous vous cassez plus facilement. Le col du fémur, si vous prenez le pied dans le tapis, le poignet, si vous tombez en avant en faisant vos courses, vous êtes fatigué, vous avez moins de résistance musculaire, vous risquez plus de glisser sur une peau de banane que le contraire. Donc, il y a une par rapport à la maladie d'Alzheimer, par exemple, qu'est-ce que ça fait? C'est aggravant ou pas? C'est un facteur aggravant? Je pense que c'est la maladie d'Alzheimer Monsieur Le Sourd. Oui, c'est un des facteurs aggravants de la maladie d'Alzheimer. On sait par exemple que la dénutrition la maladie d'Alzheimer survient plus souvent chez les gens qui sont dénutris. Et que plus les gens vont être dénutris, plus la maladie d'Alzheimer va s'aggraver. Alors, il y a un chiffre précis, si vous voulez un chiffre précis, par exemple, sur les conséquences de la dénutrition, sur un vaccin antigrippal. Si c'est quelqu'un qui est dénutri, la réponse vaccinale, elle va être que de 20% contre 90% chez quelqu'un qui sera normonutri. Ce qui veut dire qu'effectivement, les gens qui sont normonutris sont bien mieux protégés que ceux qui sont dénutris, ce qui est une évidence. Et pour vous donner un autre chiffre, pour les infections, ça multiplie par 8 le risque d'infection. Et dans les enseignements qu'on donne en gériatrie, une des premières choses qu'il faut regarder quand une personne âgée fait une infection, c'est s'il n'y a pas une dénutrition sous-jacente. Oui. Donc, il faut comprendre finalement que c'est un cercle vicieux, parce que les complications qui sont liées à la dénutrition entraînent des hospitalisations de longue durée, source de déprime, de dépression, conséquence principale, on ne revient pas à la maison, où on est placé en institutionnel, et ça, c'est effectivement, il vaut mieux avoir, c'est un cercle vicieux. C'est une spirale. Voilà. Est-ce que la dénutrition explique une partie de la surmortalité liée à la canicule cet été? Je crois qu'on n'a pas les chiffres pour le moment. C'est la seule chose que je peux vous répondre, c'est une expérience tout à fait personnelle qu'on a eue sur la région de Clermont-Ferrand. On a un groupe de médecins où on surveillait 600 personnes âgées sur le risque nutritionnel et aucune n'est morte parce qu'on faisait de la prévention. Donc, oui, je vous en prie, madame. Alors, je pense que ce qui est important, c'est effectivement de faire un effort aussi de formation des aides à domicile, par exemple, en distribuant justement organiser des formations et distribuer des plaquettes simples, mais avec des conseils très très pratique pour ces personnes. Oui, mais Madame Michelich, vous êtes au ministère des personnes âgées, vous êtes conseiller technique et que vous dites voilà ce qu'il faudrait faire, mais pourquoi ça n'a pas été fait depuis un moment? Non, justement. Alors voilà, ce que je veux dire, en train de le faire. C'est que qu'on est justement en train de le faire. Ça fait 10 ans que ça aurait dû être fait. Ah ça sûrement. Oui, je veux dire que on prend conscience tout à coup qu'une population vieillit. Enfin, je veux dire, depuis 70, on le sait bien quand même. Mais Jean-Pierre, ça c'est évidemment la responsabilité des politiques, tout partis confondus, depuis très 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 longtemps. Alors effectivement, c'est pas depuis le mois d'août qu'on en prend conscience, ça faut quand même le reconnaître. Ça fait maintenant 4 ou 5 ans finalement que le mouvement a démarré avec la mise en place d'une politique nutritionnelle pour la France, à laquelle Daniel Michelich a d'ailleurs participé lorsqu'il était au ministère de la Santé. Le point, par exemple, tout à fait caractéristique de ça, c'est tout ce qui s'est passé en matière de nutrition hospitalière à la suite de mon rapport de 1997 et de la couche que j'avais ajoutée en 2000.
Et on peut pas dire que la puissance publique, tout parti confondu, encore une fois, n'est pas fini par réagir. Alors, bien sûr, bon, tout n'est pas parfait, c'est clair, mais bon, faut pas tirer sur les ambulances parce qu'il n'y avait pas d'ambulance du tout. Alors, c'est déjà mieux qu'il y en ait un peu, et que comme la bouteille était vide, ben maintenant, bien sûr, elle est à moitié pleine, mais elle se remplit. Ça avance. Donc, est-ce qu'on peut évaluer le nombre de décès qui est attribuable à la dénutrition? Ça, je crois que Il n'y a c'est pas très... une expérience de fait, rien de tout ça. Tout est plurifactoriel, alors c'est très compliqué de dire, comme on a dit tout à l'heure, la dénutrition va aggraver un certain nombre de maladies. Donc il faut savoir qu'une personne âgée, moi je prends l'exemple sur le CHU à Dijon, on sait qu'une personne de 90 ans, la moyenne, ça doit être 8 ou 9 pathologies chroniques à gérer. Donc quand par-dessus vous avez une dénutrition... Oui, vous voulez dire une maladie cardiaque. oui, donc, soyez gentils, vous êtes vraiment des spécialistes, soyez gentils de n'employer que des termes que tout le monde peut comprendre. Alors maladie chronique, oui, c'est effectivement des problèmes de cœur, des problèmes du diabète, etc. Alors quand la personne décède, c'est très difficile de dire elle a été mal nourrie. Oui, c'est ça. On a quand même des chiffres de ce côté-là. Il y a plusieurs expériences qui ont été menées. Par exemple, pour les gens qui Bruno Lesourd, je rappelle que vous êtes chef du département gériatrique à la clinique au CHU de Clermont-Ferrand. Voilà. Alors, par exemple, les gens qui font des infarctus du myocarde. Oui. On sait qu'il y a un risque de mortalité pour les personnes à 80 ans, par exemple, de moyenne d'âge, qui est important dans les 9 mois. Ben, chez les gens dénutris, le risque de mortalité est 4 fois plus important. Donc on a quand même des données en disant que chez les gens sur lesquels il arrive un accident, que ce soit un accident cardiaque, que ce soit un accident cérébral comme un accident vasculaire cérébral, une hémiplégie, que ce soit un accident pulmonaire comme une infection pulmonaire, le risque de mortalité est grosso modo dans l'année 4 à 5 fois plus forte si vous avez une dénutrition. Ok. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde un autre sujet, si vous voulez bien, parce que là, bon, on a fait le tour, on a bien expliqué, je crois, enfin, sauf si vous avez encore quelque chose à rajouter, ce qu'était la malnutrition. On l'a défini. Hein. Oui, madame. Non, si on peut juste peut-être rajouter. Je rappelle que vous êtes conseiller auprès du secrétaire d'État qu'un aux des personnes facteurs âgées, quand madame même aggravants de la dénutrition, c'est les personnes qui sont justement isolées et qu'il faudrait arriver justement, peut-être, enfin même sûrement, à les identifier. Et avec l'aide des municipalités pour savoir justement quelles sont les personnes, notamment de plus de 75 ans, quels sont leurs problèmes, seules chez elles, etc. En faisant des... Il faut aller vers eux parce qu'eux, ils ne viendront pas à nous. Aller vers eux. Et ça, moi, je voudrais insister là-dessus. C'est vraiment le problème important aujourd'hui. On l'a revu d'ailleurs au niveau de la canicule. C'est vraiment les gens isolés sur lesquels le risque est majeur. Donc, aller vers eux. Et ça fait partie justement des travaux qui vont être menés dans le cadre des groupes de travail. Est-ce que c'est du domaine du politique, de faire un acte purement de convivialité, de générosité, de civisme? Mais c'est du domaine du civisme et du social. C'est de la santé publique. C'est tout le monde qui est responsable à ce niveau-là. C'est bien ce que je dis. Mais là, on me dit les municipalités. Je dis, est-ce qu'il y a que les municipalités ou l'État qui doit prendre en compte les personnes âgées? C'est le travail de tous. C'est le travail de tous. De Frétiller, de chacun d'entre nous. C'est de prendre conscience que les anciens, c'est quand même la transmission de la famille déjà. De la famille. De la famille. C'est un acte citoyen. Tout à fait. C'est un acte citoyen où tout le monde doit être impliqué et partie prenante. Ça concerne absolument tout le monde. On reviendra là-dessus. Et je pense que c'est une attitude globale de la société qui ne donne pas de rôle aux personnes âgées dans la société. Donc ça va beaucoup plus loin. Alors, maintenant, il y a un problème qui, pour moi, a un certain intérêt. Quel est le coût de ce drame sanitaire, finalement? La malnutrition, ça coûte combien? Parce que, vous m'avez donné quelqu'un, je sais pas qui, mais quelqu'un nous a donné un exemple, ça me paraît, moi, très parlant, une escarre. Chez les dénutris, c'est 15 000 euros de soins. Minimum. Avec 15 000 euros, c'est le budget pour nourrir correctement une personne âgée pendant 6 ans. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que les escarres, par exemple, c'est lié à la malnutrition, professeur? Pas forcément uniquement lié à la malnutrition, mais lorsqu'il y a une dénutrition, il est clair que ça va rallonger considérablement la durée avant la cicatrisation, ça va considérablement augmenter éventuellement la durée d'hospitalisation. Par exemple, en milieu hospitalier, c'est un autre chiffre ou une évaluation, parce qu'on peut pas vous donner le coût de la dénutrition en France en millions ou en milliards d'euros parce que c'est pas calculable comme ça très facilement. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en milieu hospitalier, quand on compare la durée moyenne d'hospitalisation
d'un patient dénutri et d'un patient non dénutri pour une pathologie donnée, par exemple une fracture du col ou une infection quelconque, eh bien le fait d'être dénutri va rallonger la durée d'hospitalisation et va au moins la doubler, avec en plus tous les risques de pathologies accessoires qui vont se greffer sur la maladie principale, augmentation du coût des médicaments, etc. Donc il y a certainement un surcoût, et d'ailleurs les politiques hospitalières l'ont bien compris, ou commencent à le comprendre, à savoir que si l'on nourrit bien les patients hospitalisés, apparemment on va dépenser un peu plus en nourriture, mais au bénéfice d'un gain souvent considérable sur d'autres points du budget de l'hôpital. Professeur Lesourd, 70, alors je rappelle Clermont-Ferrand, CHU de Clermont-Ferrand, 70% des personnes âgées sortant d'un long séjour en hôpital sont dénutries. C'est exact ou pas? Alors d'abord, on ne sort pas d'un long séjour, puisque le long séjour, on y est à vie. C'est ceux qui sortent des moyens séjours. Et c'est vrai que... Comment ça, on est à vie dans un long séjour? Non, les longs séjours, c'est comme pour les maisons de retraite, ce sont des gens qui rentrent et qui vont passer le restant de leur vie dans ce service. Enfin, un long séjour, disons. Bon, alors, pour les gens qui rentrent à l'hôpital et qui sortent de l'hôpital après une pathologie aiguë, c'est vrai que la plupart sortent dénutris. Et ça pose un problème absolument majeur. Là encore... c'est parce que la prise en charge de l'état nutritionnel dans les systèmes hospitaliers aujourd'hui n'est pas encore suffisamment en place pour qu'on mette à disposition des gens une alimentation qui est tout à fait adaptée à ce dont ils ont besoin. Ça s'améliore, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc on entre à l'hôpital pour être soigné, on en ressort plus malade qu'on est rentré finalement. Pas forcément. Non, mais pas forcément. Vous êtes en train de défendre vos chapelles, puisque Bah, vous évidemment, travaillez dans les hôpitaux. Mais là, ceci c'est étant, pas... c'est vrai qu'à l'Assistance publique de Paris, par exemple, une récente enquête a montré que la dénutrition, le risque de dénutrition atteignait environ 40 à 50%, ou pouvait aller jusqu'à cela, notamment chez les personnes âgées, et que le problème était principalement le fait que les gens ne consommaient même pas tout ce qu'il y avait dans leur plateau, alors que pourtant l'offre alimentaire... Ah oui, mais c'est pas forcément parce que c'est dégueulasse, ça peut l'être, mais pas uniquement, c'est aussi parce qu'il n'y a personne pour les aider à manger, ou parce que... On va revenir là-dessus, parce que je voudrais, moi maintenant, j'entends ce que vous dites, mais je voudrais revenir à votre rapport que vous avez rédigé sur la restauration dans les hôpitaux. Vous êtes quand même pas très gentil, vous dites pas que c'est merveilleusement bon. C'était en 95. Parce que vous croyez que ça s'est beaucoup amélioré? Ah oui. Et qu'est-ce que vous avez dit dans le complément de votre rapport en 2000? Vous avez dit en 2000, ça s'était pas encore amélioré. Ah bon? Enfin, mais ça a démarré. Non mais écoutez, en 95, c'était pas bon. Non. C'était catastrophique d'après vos rapports. Oui. Hein? Oui. Bon, alors est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Oh là là. C'est un phénomène extrêmement complexe qui tient au fait que... ça pourrait être 1 heure, mais ça peut se dire en 30 secondes. C'est parce que la nutrition n'a pas été considérée à sa juste valeur comme incidence dans les pathologies et que c'est pas devenu un problème médical suffisamment tôt. Sans la pression des médecins qui attireraient l'attention sur les risques de la dénutrition et les conséquences qu'on vient de voir, il y a peu de chances que l'ensemble du système considère cela. Donc le premier problème, c'est probablement le désintérêt de l'ensemble du corps médical et de l'ensemble des soignants pour l'état nutritionnel de leurs patients. C'est quand même grave, ça. Mais oui, c'est grave. Mais je vous rappelle que l'enseignement de la nutrition dans les facultés de médecine est très relativement récent et que les corps de spécialistes en nutrition, pour l'instant, ils sont encore extrêmement faible. Bon, alors, là-dessus, il y a le fait que la nutrition, c'était considéré comme, finalement, c'est quelque chose d'ancillaire, c'est l'alimentation, c'est pas de la médecine. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, s'il n'y a pas le moteur médical pour assurer, porter le doigt sur ces problèmes-là, il n'y a pas beaucoup de chances que les organismes s'y intéressent. Le deuxième point, c'est que les systèmes hospitaliers sont confrontés depuis déjà très longtemps à des compétitions de comportement par rapport à différents types de maladies, qu'on ne peut pas tout faire à la fois et que la nutrition a été négligée. C'est en 1995, 14 ou 15, qu'on a commencé à s'occuper de ça au niveau du ministère, puisque m'a chargé de ce rapport, je m'en étais pas saisi tout seul, hein. On me l'avait demandé parce qu'on commençait à être sensible au problème. Alors là-dessus, c'est un petit peu traîné parce qu'il y a eu beaucoup de bouleversements politiques, etc. Mais finalement, les choses ont quand même été en partie
prise en compte. Et à l'heure actuelle, même si on n'a pas réglé le problème, bien entendu, parce que je pense qu'il faudra au moins une dizaine d'années pour que ça puisse se régler, parce que ça peut pas se faire en un tour de main, la tutelle publique, c'est-à-dire le ministère de la Santé et le ministère des Affaires sociales, ont quand même mis en place, ou commencé à mettre en place, les instruments destinés à améliorer le problème. Alors il y a une très grande hétérogénéité dans le système hospitalier. Vous avez des endroits où ça marche très bien, et des endroits où c'est absolument épouvantable. Mais c'est le même problème pour les urgences, c'est le même problème pour ceci. Oui, mais écoutez, moi je vais vous lire un extrait du rapport récent de la Direction générale de la santé. Le titre, c'est pour une politique nutritionnelle de santé publique en France. Donc ça couvre tout ça. Je connais le document, oui. Je vous lis ça quand même. Les quantités servies sont standardisées, très souvent estimées en fonction des besoins des sujets sains. Elles ne permettent que rarement les adaptations nécessaires aux pathologies des patients. Ça, c'est ce que vous dites finalement. Ah bah bien dans sûr. Les hôpitaux. Non, mais professeur Le Sourd. Non, mais tout à fait. Il n'y a pas de préparation spécifique pour les personnes âgées. C'est un des problèmes qui se pose dans les hôpitaux. On est d'accord. Pas que pour les personnes âgées, d'ailleurs. Mais ça se pose pour les personnes anorexiques. Soyons pratiques. Pour d'autres personnes. Soyons pratiques et ne sortons pas de ça. Qu'est-ce qu'une préparation adaptée aux personnes âgées ? C'est quoi ? Parce que on est là en train de bavarder, très rapidement, que les personnes âgées qui nous écoutent puissent, et les gens qui ont envie de s'occuper des personnes âgées puissent savoir exactement ce que c'est. Parce que très souvent, si ça marche pas, c'est parce qu'on est ignorant. Donc là maintenant, je pose la question. Répondez les deux sommités médicales que nous avons, allez-y. Merci pour la sommité, mais c'est quelque chose... Quoi vous voulez que je dise je sais pas. Mais vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Je veux dire que c'est quoi une alimentation adaptée ? C'est quelque chose qui couvre les besoins particuliers de la personne, qui nécessite une évaluation globale. Deuxièmement, c'est quelque chose qui respecte ses goûts. Et troisièmement, c'est une alimentation qui est effectivement consommée. Moi, voilà les 3 points que je donnerais, mais peut-être que Bruno Le Sourd va en rajouter un. Non, mais je crois que Bernard Guérin a dit l'essentiel. Le problème qui se pose... C'est une alimentation qui excite les papilles. Voilà, et justement, et c'est un des problèmes qui se pose dans l'alimentation des personnes âgées, dans les hôpitaux, et je dirais que dans les maisons de retraite, c'est beaucoup mieux généralement, c'est qu'on n'excite pas les papilles des personnes âgées, on fait une alimentation pour tout le monde à l'hôpital de la même façon, or les papilles de quelqu'un de 80 ans et les papilles de quelqu'un de 20 ans ou de 40 ans, c'est pas les mêmes. Alors, faut demander à des personnes âgées qu'est-ce qu'elles ont envie de consommer, de manger ou bien pas. Sûr, exactement. Mais bien sûr. Ce qu'on leur propose correspondre à leurs attentes et à leur goût. Et il faut... c'est du service comme au restaurant, alors où chacun... Voilà. Donc je pense que même dans le rapport que l'on avait fait en milieu hospitalier, on avait même dit qu'il fallait jouer aussi une carte hôtelière. Parce que ce qui est important, c'est aussi la façon de servir, d'apporter le repas, la façon d'animer ce moment qui est crucial, notamment pour les personnes âgées, à la fois que ça corresponde à leur goût, qu'ils aient envie de manger, mais que ce soit aussi un moment d'animation et peut-être de rencontre avec d'autres personnes. C'est ça qui est fondamental. Si on organisait une tournée, Frétier et moi, et qu'on aille dans des maisons de retraite et qu'on fasse un numéro de claquette, vous croyez que ça serait bien ? Je pense que vous n'avez pas besoin d'y aller. Ils ont qu'à écouter l'émission de France Inter, ça se bouffe pas, ça se mange. Ceux qui vont écouter celle-là, les pauvres, je suis pas sûr que ça les... Non, mais pour rajouter quelque chose sur ce que vient de dire Daniel Michlich, nous savons bien, il y a eu des études qui ont montré que quand on compare des unités de personnes âgées qui mangent en salle à manger, avec des groupes de personnes âgées auxquelles on sert les repas dans la chambre, la consommation n'est évidemment pas la même, et c'est au bénéfice de la salle à manger. D'ailleurs, beaucoup d'hôpitaux gériatriques maintenant essayent de faire manger leurs patients dans des salles à manger, parce qu'il y a la convivialité qui s'y rajoute. Pour donner un chiffre, c'est 20% de consommation à peu près en plus quand on mange en salle à manger par rapport au fait de manger en chambre. Dans la chambre. Mais est-ce qu'il faut que les personnes âgées mangent beaucoup ou pas beaucoup ? Vous, je vous pose la question à vous, Patrick Gibastier. Vous êtes cuisinier dans une maison de retraite. Tout à fait, oui. Alors normalement, je veux dire, à leur fin, je veux dire que si, en fin de compte, moi je sers, on a une cuisine, on a une cuisine sur place, on est en liaison chaude. On fait à manger... Alors expliquons quand même ce que c'est. Une liaison froide, on cuisine dans un lieu unique, une cuisine centrale qui généralement sert non seulement une maison de retraite, mais un hôpital, la prison et puis je sais pas quoi encore. On refroidit une fois que c'est cuisiné à 3 degrés, tout ça en moins de 2 heures, et ensuite on redistribue, souvent sous vide, etc. Et on réchauffe. Et nous, on est d'accord. Vous faites, c'est comme dans une cuisine de particulier. En fin de compte, nous on sert à 63 degrés. Très bien. On sert à 63 degrés. Et pour moi personnellement, c'est la qualité.
hein, qui est le premier. Alors, le premier but. comment est-ce que vous résolvez ce problème de qualité? Si vous voulez, nous, en fin de compte, avec toutes les opalines. C'est quoi toutes les opalines? Les opalines, toutes les maisons de retraite. Toutes les maisons de retraite. Si vous voulez, tous les chefs de cuisine, et on se réunit une fois dans l'année, et on fait, en fin de compte, on fait un séminaire, et en fin de compte, on discute des menus et tout ça. Et en fin de compte, vous avez des nutritionnistes avec vous? On a déjà un médecin, et une dame qui vient de temps en temps. Il y aurait une diététicienne, ça serait mieux. C'est une diététicienne. Diététicienne, oui, tout à fait. Est-ce que cette généralisation des cuisines centrales, technique de la liaison froide, est-ce que ça c'est pas une catastrophe parce que finalement elle affadit vous des éléments et puis surtout elle durcit la texture? Non, je crois pas que c'est. Vous savez, ce qu'on peut faire dans une maison de retraite de 40 lits, c'est pas la même chose que ce qu'on peut faire dans un hôpital de 1800 ou de 2000 lits. Il y a quand même des contraintes techniques qui font que les liaisons froides ne sont pas plus mauvaises que les autres, à condition qu'elles soient bien faites. Non, mais à condition qu'elles soient bien faites, à condition que la marche en avant, comme on dit, c'est-à-dire la succession des différentes étapes. On peut pas non plus, dans un établissement comme ça, qui va servir 4 à 5 000 repas par jour, faire un repas particulier pour chaque personne. Ça tombe sous le sens. Non, mais il y a un service gériatrique quand même, donc on peut faire... Oui, mais ça c'est fait en général. Souvent d'ailleurs, faut distinguer les hôpitaux gériatriques. Par exemple, à l'assistance publique, il y a des hôpitaux qui ne font que de la gériatrie en moyen séjour. Cela, généralement, c'est beaucoup mieux que pour les personnes âgées qui sont réparties à l'intérieur des services généraux. C'est là qu'est principalement le problème. Parce que ils sont très difficiles à isoler et à servir à part. Ceci dit, maintenant, dans la plupart des hôpitaux, il y a quand même des choix d'aliments. Et il y a des choix possibles pour les patients. On n'en est plus où on servait à la louche, en vrac, dans le plateau. Pas partout. Dans la plupart des hôpitaux qui se tiennent. Donc je dis pas qu'il y en a pas encore qui ont d'énormes progrès à faire. Bien sûr que si qu'il y en a. Mais enfin, il y a quand même des progrès extrêmement notables. Là où le bas blesse finalement, c'est pas à vous qui avez été restaurateur que je vais apprendre que pour que ça soit bien dans l'assiette, ça part de l'achat du produit, et puis il y a toute une chaîne d'acteurs au milieu. Le plus grand des cuisiniers du monde, si le service derrière en salle est pas bon et si les commandes ont mal été prises, c'est évident que le client sera pas content. À l'hôpital, c'est la même chose. C'est bon dans l'assiette quand même. Oui, mais si ça arrive froid, c'est pas bon dans l'assiette. Si la personne âgée, s'il y a personne pour lui faire manger, ça sera pas bon dans l'assiette, etc. Madame Micheline. Concernant le débat que nous avons en ce moment, je pense que c'est aussi important de le recentrer sur le domicile. Parce qu'en fait, nous avons bien 1 million de personnes dépendantes en France, mais dont 400 000 sont en établissement, 600 000 parmi ces personnes âgées sont à domicile, et il y a également toute la prévention que l'on peut faire en amont. Donc, je pense que c'est important qu'on parle également du domicile. Tout à l'heure, on évoquait la nécessité, effectivement, de former les aides à domicile pour faire en sorte que, justement, les repas soient faits dans une ambiance de convivialité, avec une animation, que ça corresponde effectivement aux besoins des personnes âgées avec l'aide d'une diététicienne et du médecin généraliste. Donc ça c'est une chose. Et également, ce qu'on en est en train de mettre en place, et Monsieur Falco y tient particulièrement, c'est justement retisser ce lien social et faire en sorte que les personnes ne soient plus seules et isolées, qui est bien un des facteurs contributifs de la dénutrition. Et pour cela, on est en train notamment de mettre en place un programme intergénération, de mettre en place des tas de systèmes qui permettent d'aller chercher les personnes chez elles et de les amener dans des lieux de convivialité. Là, je peux vous donner par exemple, comme exemple, des lieux, recréer des lieux de convivialité, notamment au sein des quartiers. Il y a l'exemple magnifique là de Xavier Emmanueli dans le 14e arrondissement, qui est la maison ouverte, où justement il va se passer plein de choses, y compris autour des repas et en allant chercher les personnes à domicile. Donc je crois que je voudrais, c'est vraiment la priorité du ministre aussi, vraiment de retisser ce lien social et de faire en sorte que les personnes ne soient plus isolées et répondre à leurs attentes. Oui, mais ça c'est du beau discours, mais attendez madame, en 1er janvier 2002, on vote l'allocation personnalisée d'autonomie, hein, et en 2003, il manque 1,2 milliard et
ça a baissé de 949 à 623 euros. Alors vous me répondez quoi à ça? On dit oui, c'est bien, on va bavarder comme ça en disant il faut les aider, mais sur le plan pratique, vous dites quoi? Non, mais d'abord sur le plan pratique... ça a bien baissé, le gouvernement... Non, c'est parce qu'il n'y avait... Enfin, je pense que de toute façon, moi je ne vais pas, mais les ministres se sont exprimés longuement et ont donné les raisons et le fait qu'il n'y avait pas que ce n'était pas financé auparavant. Là, je pense qu'il est important, c'est aussi de s'occuper des personnes qui sont justement à domicile et de faire de la prévention. Mais de la prévention, parce que si vous voulez, vous avez 3 catégories, en fait, la population âgée est hétérogène. On peut les distinguer en 3 catégories. Vous avez les personnes qui sont en forme, qui finalement peuvent rester en forme jusqu'à 80-90 ans, ce qu'on appelle le successful aging. Vous avez les personnes fragiles. Le vieillissement réussi. Vieillissement réussi. Les personnes dites fragiles, pour lesquelles justement il faut faire ces diagnostics de dénutrition, il faut les aider. Et justement l'alimentation, c'est un exemple, c'est très très important parce que ça peut retisser justement du lien social et mettre de la convivialité. Et c'est peut-être de cela que l'on manque énormément en France. Il faut refaire une société solidaire, intergénérationnelle et se donner les moyens. Et nous avons et ça fait partie des axes établis par monsieur, à la demande du Premier ministre, des axes de travail et des groupes de travail qui vont être mis en place prochainement. Oui, c'est-à-dire que là, au lieu que l'État fasse son boulot, on demande aux citoyens de le faire, quoi. Absolument pas. pas. Mais si, quand on diminue à ce point-là, c'est pareil d'ailleurs dans les maisons de retraite, si vous voulez aborder le problème. Mais on ne diminue pas, au contraire, on augmente. Monsieur Fillon récemment et Monsieur Falcon ont redonné les chiffres. Donc moi, je ne m'occupe pas des maisons d'établissements pour personnes âgées. Mais non, mais ça, c'est pas les maisons. Je suis en train de vous parler des personnes vivant seules à domicile. Vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler de l'APA, l'allocation personnalité à l'autonomie. C'est ça. C'est passé de 949 à 623 euros par mois. Je pense que Oui, non, mais ça c'est incontestable sur les chiffres, vous avez raison. Mais je pense qu'on ne peut pas réduire le problème de la prévention, de la dénutrition et de la solidarité intergénérationnelle uniquement en se fondant sur les chiffres de l'APA. Parce que je pense, si vous voulez, que la proximité, c'est majeur. C'est pas le ministre qui va aller donner à manger la petite cuillère à la grand-mère du coin. Bon, ça c'est une évidence. Ce que je crois, c'est que le rôle de l'État, il est d'impulser des politiques de proximité en impliquant les municipalités. Et c'est là que ça doit se jouer parce que même, vous évoquiez tout à l'heure le débat électoraliste, mais c'est l'intérêt d'une municipalité de s'occuper de ces vieillards, quelle que soit sa couleur politique. D'autant plus que, comme on le sait, le nombre de personnes âgées va augmenter, ça va représenter une proportion de plus en plus importante de l'électorat. Et ça, c'est un puissant stimulant. Vous savez, personne ne fait jamais rien s'il n'est pas stimulé. Madame Michelich a raison sans doute sur un point, c'est qu'il y a un travail à faire en amont, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes dénutries en institution, à l'hôpital, et il y a sans doute un travail à faire de proximité auprès des personnes qui sont à domicile. Et je pense qu'effectivement, auprès des aides à domicile, il y a tout un travail de formation et de sensibilisation au problème de la malnutrition, de la dénutrition de la personne âgée, et sans doute qu'elle manque de formation, et peut-être que ce serait intéressant de les former, qu'elles soient présentes au repas. Parce que moi, j'ai assisté à un certain nombre de... Non, mais vous êtes en train, madame, messieurs, de nous faire part de vos désirs pour l'avenir. Mais non, c'est déjà concret. C'est déjà plein d'actions concrètes qui sont faites dans ce domaine. Le 12 mars dernier, le Premier ministre a lancé le programme Bien vieillir, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui s'adosse justement sur les municipalités. Et donc, on va refaire un séminaire de travail le 5 février prochain à l'Assemblée nationale, avec les députés. Ça fera un an. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette année-là ? Je pense quand même que c'est vrai qu'il faut parler de ces programmes qui sont lancés, mais moi je suis professeur de gériatrie et je pense qu'il faut être clair, actuellement on manque de moyens. Voilà, je crois qu'il faut que ça soit clairement dit, à un certain niveau. La gériatrie est le parent pauvre du système universitaire, et on le sait très bien. Et la nutrition gériatrique encore plus. Et la nutrition gériatrique encore plus, je suis tout à fait d'accord, Monsieur Guigrand, et que actuellement, les moyens ont été réduits pour les transformations et pour l'augmentation du personnel dans les maisons de retraite. Et je pense que ça va changer, mais ça a quand même été un problème qui s'est fait et qui a bloqué un certain nombre de prises en charge dans certaines maisons de retraite. Je pense qu'au niveau du domicile, on a lancé l'APA, et c'est très bien. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas les programmes de formation et qu'un certain nombre d'APA n'ont pas pu être mis en place parce qu'il n'y avait pas des gens formés derrière.
Donc je crois qu'il faut qu'on soit clair. Le gouvernement essaye de faire beaucoup de choses, mais actuellement, il y a un problème de solidarité nationale, de redistribution en fonction des personnes âgées, qui doit être pris de façon plus globale. Et si ce problème n'est pas pris global, on restera dans le parent pauvre et on restera dans les situations qu'on a vécues. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un point. On a parlé, là, madame, vous venez de le faire, madame Michelich, du problème des personnes âgées à domicile. On a parlé à l'hôpital avec le professeur Guigrand. Maintenant, je voudrais qu'on revienne aux maisons de retraite. Parce que, bon, on a des chiffres quand même qui sont... Vous voyez, dans des établissements français pour personnes âgées, il y a 0,4 employés pour un résident. En Grande-Bretagne, 0,8 et en Suisse, 1,2 personnes pour s'occuper d'une personne âgée. Alors, bon, les revenus des personnes âgées ne permettent pas de couvrir les frais, le coût de son hébergement et de ses soins dans un établissement. On est bien d'accord, hein ? C'est pas possible. Alors maintenant, moi, je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'on mange mal dans les établissements ? Parce que, bon, on va pas attaquer tout le temps les liaisons froides, mais on manque d'argent. On est incompétent sur le plan professionnel ou on s'en fout finalement en disant les vieux on n'en a rien à foutre. Les choses sont en train de s'améliorer en maison de retraite. Non mais c'est pas. Je vous demande des faits. Moi ça m'est égal ce que vous avez fait. Pour le moment on en est où ? Parce qu'il y a un manque de donner des projets qui n'ont pas abouti. Depuis 1970 on sait que ça va pas. On est en 2004 et vous êtes encore en train de me parler de projets. Je vous demande de me dire. Alors voyons la situation telle qu'elle existe. Aujourd'hui, on mange mieux dans les maisons de retraite qu'on mange à l'hôpital. Pour les personnes âgées, c'est clair. C'est clair. Bon. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un effort qui est fait. Parce qu'il y a plus d'argent ? La structure est plus adaptée. Non, il n'y a pas plus d'argent. Le coût d'un repas dans les maisons de retraite, en denrées alimentaires, est souvent moindre et pratiquement moitié moindre de ce qui se passe dans les hôpitaux. Patrick Gibassier, vous avez combien pour nourrir vos personnes âgées ? 4 € pour le midi et le soir. Pour le midi et le soir. Tout à fait, par personne. Mais il y a des maisons de retraite qui sont à 2,5 €. Et j'achète, en fin de compte, je peux acheter des légumes, les légumes frais. Je travaille beaucoup avec des légumes frais, de la viande fraîche. Oui. Bon, c'est sûr que j'achète aussi du surgelé, comme dans toutes les maisons de retraite. On peut pas. Ah non, mais ça, c'est pas. N'oubliez pas le mot de Raymond Oliver. Quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Mais moi, vous inquiétez si pas. Vous voulez, moi, je fais toujours de la cuisine traditionnelle. Oui. Et moi, ça a toujours été mon but, même pour la personne âgée ou même avant, quand je travaillais en restaurant. Et pour moi, ça, c'est... Dans les CHU, c'est combien, professeur Le Sourd ? Alors, ça varie suivant les tarifs entre 5 et 7-8 € de denrées par jour. Mais évidemment, si vous intégrez les frais de personnel, ça devient beaucoup plus élevé. Et en plus, c'est assez intéressant à constater, c'est que par exemple à l'assistance publique, il a été clairement montré qu'il n'y avait pas une relation directe entre le coût et la satisfaction des patients ou la qualité des repas. Parce que tout ne dépend pas des produits. Comme je le disais tout à l'heure, beaucoup dépend de l'intégration de la chaîne alimentaire qui va de la commande au plateau en passant par la cuisine et le transport. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est beaucoup mieux dans les maisons de retraite, c'est que la chaîne est beaucoup moins longue et que la structure est plutôt conviviale et que du coup on peut préparer de l'alimentation qui correspond aux personnes qui vivent dans l'établissement, que les personnels sont souvent plus sensibilisés et qu'on arrive à adapter pour un certain nombre de personnes. Dans toutes les maisons de retraite, il y a un nutritionniste ou un diététicien ? Il n'y a aucun diététicien et nutritionniste dans la maison de retraite. Il y a 2% des maisons de retraite qui ont un temps de diététicien et c'est tout. Un quoi ? Il y a 2% de maisons de retraite qui ont un temps de diététicien dans l'établissement ou de diététicienne. Un temps, ça veut dire quoi ? Ce sont souvent des quarts de temps. Un temps qui viennent quoi. à temps partiel. Alors là, Jean-Pierre, ça c'est un vrai problème. C'est le problème de la profession des diététiciens, qui a jamais été bien pris en compte et qui pour l'instant ne l'est toujours pas, puisque ces personnels ne sont toujours pas considérés comme des personnels paramédicaux, alors qu'ils le sont essentiellement. Et dans mon rapport de 97 et de 2000, on montrait bien qu'il y avait au moins à doubler le nombre de postes de diététiciens dans les hôpitaux. Alors évidemment, là-dessus, on n'a pas fait énormément de progrès parce que le statut des diététiciens est toujours en panne et ça, c'est quelque chose dont il faudrait se préoccuper, dont le ministère se préoccupe, mais c'est assez compliqué à faire. La formation des diététiciennes étant loin d'être optimale. Et puis, il n'y a pas que le problème des diététiciennes, il y a le problème de la formation des cuisiniers. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'établissements
où des cuisiniers viennent, ne savent absolument pas comment préparer une alimentation pour les personnes âgées. Et ça pose un problème. Parce que finalement, il faut respecter leurs différents types de maladies. On ne peut pas demain leur donner à manger n'importe quoi. En plus. Il faut faire des régimes qui soient souvent hyper protéinés, parce qu'on a dit tout à l'heure que C'est quoi hyper protéiné? Alors ça veut dire des plats qui vont apporter plus que 15% de l'apport énergétique total de protéines, c'est-à-dire quelque chose qui soit supérieur à C'est ça. quoi les protéines? Les protéines, c'est tout ce que vous trouvez dans le poisson, dans le lait, dans les œufs, Dans la viande. donc qui est fondamental chez la personne âgée, parce que il faut bien rappeler que la malnutrition chez la personne âgée, elle est protéino-énergétique. C'est une maladie. On le dit pas assez, mais la malnutrition protéino-énergétique est une maladie. Et aujourd'hui, effectivement, peut-être qu'il y a quelques médecins qui oublient de la diagnostiquer. Et donc, il faut apporter de l'énergie à la personne âgée. Donc, il faut faire des plats qui soient hyper caloriques. Donc, on peut mettre du sucre, on peut mettre de l'huile, des lipides, enfin, dans des Enfin, Je suis pas tout à fait convaincu que ça soit juste ce que vous dites. Parce Pas que si simplement c'est ça. trop concentré en calories, ça passera Non, pas. mais Donc, je dis pas trop crois que c'est concentré. pas tout à fait ça qu'il faut faire. Alors, hein. je me suis mal exprimé. C'est pas trop concentré, mais en tout cas, on a plus de marge chez la personne âgée. On peut faire des produits qui sont bons parce que justement, on n'a pas de restriction au niveau calorique. Et puis, on peut faut mettre des protéines, bien sûr. Est-ce que donc il y a des plans d'amélioration? Maintenant, parlons de l'avenir. Il y a des plans d'amélioration dans les hôpitaux. C'est bien ça, non? Oui, On est tout à d'accord fait. Professeur Oui, on a- Dessous, Oui, il y a des plans Clermont-Ferrand. d'amélioration qui existent dans les hôpitaux. Amélioration. La création des clans est faite pour ça, justement. Amélioration, c'est un euphémisme, j'ai envie de dire. Parce que c'est vrai qu'à vous entendre, on a l'impression que c'est la cuisine de 3 étoiles qu'on sert dans les hôpitaux. Bon, mais non. j'ai pas l'impression que ça corresponde vraiment à la réalité. Quand Non, même. d'abord, On n'a pas dit c'est qu'on pas, mangeait bien dans d'abord, les c'est pas le hôpitaux. but. On a dit de qu'on faire- mangeait moins mal On a dit qu'on qu'on mangeait mangeait moins mal. avant et qu'avant c'était catastrophique. C'est pas pareil. Tout à l'heure, j'ai parlé de bouteilles qui étaient complètement vides et qui commencent à se remplir. On en est peut-être au quart ou à l'inférieur de la moitié. Donc la situation n'est objectivement pas satisfaisante à l'heure actuelle. Mais Moi, je les dirais choses sont qu'aujourd'hui, en c'est marche. dégueulasse. Il faudrait que ça soit un peu moins Mais dégueulasse. c'est pas vrai que c'est dégueulasse partout. Vous n'y Non. mangez pas tout le temps, vous je Non, crois, parce que monsieur. jusqu'à présent, je suis suffisamment en bonne santé et j'ai pas encore atteint l'âge d'aller aux opalines. Mais ça viendra peut-être un jour. Il y a Bon. des jeunes aux Mais- opalines. Bah oui, des jeunes de Tout à mon fait. âge. Bah oui, comme moi. bien sûr. On Bah y oui, est comme vous, ensemble. on est presque de la même génération. Mais il faudrait Jean-Pierre. qu'on y aille Mais ensemble. non, Moi, Frétillet, je suis pas d'accord qu'on dise que c'est forcément dégueulasse. Ça peut l'être, mais ça ne l'est pas nécessairement. Et il y a quand même des enquêtes de satisfaction qui sont faites dans beaucoup d'hôpitaux. Alors on peut être un petit peu réticent sur la validité totale de ces études, mais enfin quand même, quand elles vous montrent des études de satisfaction qui vous On donnent... va faire aux le alentours- tour des hôpitaux le de problème, France c'est les- avec le vous, problème, monsieur c'est les Guigant, horaires, et on hein. va Mais goûter aussi, les repas. Mais on l'a déjà fait à travers On nos sert les enquêtes. repas à 5h30. Oui, mais vous Et bien savez sûr, bien alors les ça, c'est enquêtes. un autre problème. Voilà, ça, là, lui, il met le doigt sur un vrai problème. Par exemple, par rapport à la dénutrition hospitalière, si vous servez le dîner à 6 heures du soir, comme ça arrive encore, et le petit déjeuner à 9 heures du matin, vous imposez 13 heures de jeûne à une personne âgée ou même à un patient non âgé, et ça, c'est un facteur de dénutrition majeur. Mais, alors, faudrait-il réussir, et pourrait-on réussir dans la structure hospitalière à servir de repas toutes les 8 heures aux patients? Et comment on va gérer les problèmes de personnel? Parce qu'il n'y a pas que pour les personnes âgées que les problèmes de personnel manquent. Je crois que c'est une évidence, c'est un truisme de dire que les structures hospitalières sont totalement désorganisées à l'heure actuelle face à la carence en personnel. Et vous savez très bien que les 35 heures n'ont rien arrangé là-dessus, et les RTT non plus, et que le véritable problème de l'hôpital, mais il n'y a pas que la dénutrition qui est concernée, toutes les structures hospitalières sont concernées, l'hôpital va très mal. Bon, c'est pour ça d'ailleurs que les maisons de retraite vont peut-être un peu mieux. Il faut rappeler que dans 8 ans, il y aura plus de personnes qui seront à la retraite que de personnes actives. Et que l'entrée en dépendance, la dépendance va être catastrophique. Et donc, il va falloir effectivement financer tout ça. Le problème de la dénutrition, si on ne met pas en place dès aujourd'hui des mesures de prévention, ça va être catastrophique. Donc, ce qui veut dire qu'il faut justement aussi vraiment réfléchir à ce qu'on doit faire en amont et faire une véritable prévention, mais très tôt. Et c'est de là notre programme aussi, pas simplement le programme Bien vieillir, qui lie Projet de vie, c'est ça. mais c'est vraiment faire cette prévention des pathologies aiguës et chroniques et vraiment faire une véritable culture, qu'on ait une véritable culture de prévention en France et aussi faire en sorte que les citoyens soient plus responsables, se prennent mieux en Enfin, une charge et politique à de nous de leur prévention. donner également C'est vrai. les outils pour que donc une véritable développer une conscience individuelle et collective de la prévention.
mais Est-ce véritablement, que vous avez bien prévention compris primaire que aussi. pendant toute une heure, là pratiquement, on n'a pas donné de conseils aux personnes âgées. On a dit voilà ce qu'il faudrait que le gouvernement fasse, voilà ce qu'il faudrait que fassent les autres. Mais finalement, le conseil pratique, quel vous avez pas conseil posé la question. simple pourrait... Oui, non, mais parce que c'est quand même pas une émission politique. C'est quel conseil simple pourrait-on donner aux personnes âgées qui vivent seules, par exemple? Alors, je crois que le problème essentiel, c'est qu'elles se fassent plaisir avec l'alimentation. Et je veux dire, si elles se font plaisir, si elles mangent quelque chose qu'elles ont envie de manger, et je dirais même si c'est pas parfaitement équilibré, ça n'a pas d'importance parce que ça permettra que à ce moment-là, elles se dénutrient. Elles n'auront pas de dénutrition qui apparaîtront. Donc, mais pour ça, il y a besoin de quoi? Il y a besoin d'une alimentation qu'elles puissent préparer ou qu'on les aide à la préparer. Donc il y a un besoin d'aide derrière, je crois qu'il faut qu'on soit clair. C'est un besoin de contacts sociaux, parce que vous savez très bien qu'on mange mieux en groupe que tout seul dans son coin. Hein. Et donc il y a un problème de solidarité à remettre en place, et je rejoins tout à fait ce que disait Daniel Michlich par rapport à ça. Donc il y a un problème de canevas social qui est à rebâtir autour de ça. Le problème majeur, c'est faire plaisir, et c'est donc les sortir de l'isolement où on les parque aujourd'hui. Mais est-ce que les médecins n'ont pas l'habitude, enfin bonne ou mauvaise, d'interdire plein de trucs à leurs patients? C'est-à-dire... de boire. Oui. Oui, tout il y a à eu fait. des tas de régimes qui ont été faits. Tout à fait. Hein? Oui, tout à fait. Je crois que, puisque vous voulez du concret, du pratique, il y a à lutter c'est contre parce quelques que idées on reçues. a vos discussions, ça se fait dans Oui, un parce que cabinet de ministres. Ça s'est orienté comme ça. Mais sur le plan extrêmement pratique, oui, les sujets âgés doivent manger de la viande. Et s'ils ne peuvent pas la mastiquer, eh On leur bien, fait hacher. qu'on la hache. Oui, les personnes âgées doivent boire du lait et manger des yaourts, contrairement à ce qu'on dit, ça ne décalcifie pas. Oui, les fruits et légumes sont utiles, sauf s'ils ont une pathologie colique du côlon qui les empêche de manger. Oui, ils doivent boire, et ils doivent boire même sans avoir soif, et avant d'avoir soif, car les sujets âgés ne perçoivent plus la soif. Et c'est pour ça qu'ils se déshydratent, surtout quand il fait 40. Bon. Et moi, Boire du vin? Mais Oui, ils peuvent boire un du petit vin apéritif, s'ils tout à fait, veulent. oui. Pourquoi pas? Bien entendu. D'abord, Ça, c'est euphorisant l'alcool, c'est le meilleur des antidépresseurs. Et si ça leur c'est fait le plaisir, meilleur. ils en ont l'habitude. Pourquoi pas? à Bon. dose modérée. Et autant c'est le meilleur autant la oxygène. pléthore est un véritable problème dans les premières décennies de la vie, autant justement après, quand on a passé un certain cap, au contraire, il ne faut surtout pas perdre du poids. Il ne faut pas se bourrer la gueule Voilà. quand on a 20 ans, mais quand on a 80, il y a ça, la à 40 boire ans, un on verre de risque vin, de c'est pas se devenir bourrer la obèse. gueule. Alors, il y a un autre point aussi important, c'est que souvent on dit, oh, bah, les petits vieux, ils n'ont pas besoin de beaucoup pour vivre. Donc, au fond, on a l'air de penser qu'un organisme vieux va consommer, finalement, va avoir besoin de moins qu'un jeune. Eh bien, ça, c'est Une idée fausse. complètement faux. Parce que, comme votre voiture, plus elle vieillit, plus elle va consommer d'huile, et plus elle va, et le moteur va avoir un moins bon rendement. Ah oui, Donc, la j'oublie personne toujours âgée que doit vous êtes un manger. spécialiste automobile. Mais Mais vous savez très bien, Jean-Pierre, que je suis complètement polyvalent, voyons. Je crois que ce qu'il est important de dire, c'est que Ça, si c'est vous très avez une important. personne âgée dans votre entourage qui ne mange pas, je crois que c'est important de le signaler. Aujourd'hui, il y a souvent des attitudes un peu laxistes en disant oh, elle mange pas aujourd'hui, elle mangera mieux demain. Et en fait, on laisse les choses aller. Puis petit à petit, ces personnes âgées rentrent dans un cercle de dénutrition qui est très difficile à rattraper. Donc je pense que ce qu'on peut dire aux familles, ce qu'on peut dire aux gens qui entourent les personnes âgées, c'est que si vous constatez effectivement que les personnes âgées ne mangent pas, normalement, une personne âgée doit prendre 3 repas par jour. Si effectivement elle ne mange pas, il faut le signaler au médecin, il faut le dire de façon à ce qu'on puisse mettre en place une politique, un traitement qui soit adapté. Oui. Et qu'elle n'hésite pas à faire des collations. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Même 3 ou 4 repas. Du grignotage. Ah mais voilà. Oui, autant c'est exactement. dangereux chez Mais l'adolescent. pas autant- cochonnerie. Oh, Ce qu'elle aime. écoutez, Ce qu'elle aime. Ce qu'elle aime. ce qu'elle Mesdames, aime. messieurs, je suis désolé. Merci, professeur Bruno Le Sourd. Merci, Didier Buffet. Merci, professeur Guy Grand, Patrick Gibassier. Merci de vos conseils et merci infiniment, Daniel Michlich, conseiller auprès du secrétaire d'État aux personnes âgées, d'être venu nous éclairer sur ce drame de la malnutrition. Nous reviendrons peut-être sur ce sujet. Faites-nous part de vos informations et de vos réactions sur le Minitel. Et si vous mangez bien à l'hôpital, vous nous le dites. www.franceinter.com. La semaine prochaine, le thon.